Bonjour à tous. Alors, l'idée est de présenter un petit peu Blablacar sous un angle un peu inhabituel, c'est-à-dire l'angle à la fois entrepreneurial, mais aussi l'aventure sociale en interne de l'équipe, puisque aujourd'hui le service donc, est présent dans de nombreux pays, et puis qu'il s'étend progressivement. Donc, alors tout simplement, je rappelle ce qu'est le covoiturage quand même, parce que parfois il y a un peu de confusion entre toutes les nouvelles mobilités. Donc le covoiturage, c'est le fait simplement de partager ses frais sur un trajet commun. Donc les conducteurs qui ont des places libres les proposent à des passagers qui partagent les frais et donc qui font généralement des trajets d'une distance d'environ 330 km en moyenne. Donc c'est clairement pour du longue distance. Donc sur la France, ça va faire des trajets comme Paris-Rennes ou Paris-Lille. Ensuite en Allemagne, ça va être du Bonn-Berlin, en Angleterre, du Manchester-Londres. Enfin voilà, ce genre de trajet-là. Aujourd'hui, la croissance a été exponentielle sur ces dernières années. Alors, donc on vient de passer 10 millions de membres sur l'Europe. Aujourd'hui, on est présent dans une douzaine de pays. Et donc, je vous ai épargné un petit peu l'épaisseur du trait entre 2004 et 2009, parce que, évidemment, ça a mis du temps à démarrer. C'est surtout que c'est un moyen de transport qui se développe comme une place de marché, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait beaucoup d'offres et beaucoup de demandes pour que l'offre et la demande se rencontrent, puisque les paramètres sont assez variés, puisqu'il y a départ, arrivée et heure, et donc la probabilité de trouver quelqu'un qui fait exactement le même trajet au même moment est assez faible, et donc pour cette raison, il faut avoir beaucoup de membres pour que la sauce commence à prendre et que le service commence à se développer. Donc on a connu une croissance exponentielle, puisque c'est seulement en 2011 qu'on a passé 1 million de membres, et puis ensuite 2012, 2 millions, 2013, 3 millions. Et puis, voilà, cette année, là, juste en fin d'été, 10 millions de personnes sur une douzaine de pays. Alors, c'est plus de 2 millions de personnes qui voyagent chaque mois sur le réseau Blablacar. Donc, de la France jusqu'à la Russie, puisqu'aujourd'hui, on est présent sur la plupart des grands pays européens, mais aussi jusqu'en Russie. Et c'est devenu véritablement maintenant un phénomène qui se développe assez rapidement. On a maintenant les méthodes, on a le produit, on a le service, on a tout un système de confiance dont je parlerai un petit peu plus tard aussi, qui permet justement de construire un réseau dans lequel les conducteurs et les passagers se font suffisamment confiance pour faire des trajets ensemble. Et donc, si on compte en nombre de tours de la planète, évidemment, c'est tout de suite impressionnant. C'est 80 000 fois le tour de la planète, c'est 3 milliards de kilomètres. Et surtout, c'est un impact aussi au niveau environnemental, puisqu'on a compté, alors évidemment c'est toujours un petit peu difficile de compter l'impact exact du nombre de tonnes de CO2 économisées, puisque les méthodes peuvent varier, mais disons que l'ordre de grandeur est bon, c'est autour de 700 000 tonnes de CO2 économisées grâce à un système tout simplement de mise en relation de nos ressources et moins de gaspillage sur les déplacements des gens. Donc, normalement, une voiture sur un trajet intercité a un taux d'occupation autour de 1,7. Et puis, sur le réseau Blablacar, on est autour de 2,8. Donc, on augmente le taux d'occupation des voitures, tout simplement, ce qui réduit les émissions de CO2. Alors, comment on a fait ça? Donc là, c'est un peu la petite histoire à la fois entrepreneuriale et de l'équipe. Et surtout, comment on va continuer à construire et à amener ce formidable service ailleurs sur la planète. Alors bon, déjà l'idée, puisqu'on me demande souvent d'où c'est venu, c'est tout simplement que je devais rentrer chez moi en Vendée. Alors, je suis vendéen et j'habite à Paris. Et je devais rentrer en Vendée pour les fêtes de fin d'année et tous les trains étaient pleins. Parce que je me suis pris très en retard, je dois bien reconnaître. Et donc du coup, je me suis rendu compte, alors après, parce que ma petite sœur qui habitait à Rouen est passée me chercher à Paris pour m'emmener, alors ceux qui connaissent un peu la géographie, elle est partie de Rouen jusqu'à Paris, puis moi j'allais jusqu'à Fontenay-le-Comte, en Vendée. Et sur la route, je me suis rendu compte que la quasi-totalité des voitures étaient vides, d'où l'idée de se dire, mais les places libres, en fait, elles n'étaient pas que dans les trains, elles étaient dans les voitures. Et du coup, quand on commence à regarder les voitures comme des espaces où il y a des places vides, on se rend compte tout de suite qu'il y en a des millions. Et il suffisait juste de mettre ces places-là sur un réseau accessible sur Internet, sur téléphone mobile par la suite. Donc j'ai pas dormi pendant 72 heures parce que je me suis dit que c'était une idée tellement bête qu'elle devait forcément déjà exister. Et alors en fait, en cherchant un petit peu, ça existait déjà un peu en Allemagne. Et puis autrement, les systèmes qui existaient n'étaient pas optimisés avec départ, arrivée, date, mais plutôt sous forme de petites annonces, qui fait que c'était pas du tout facile de trouver quelqu'un qui faisait le même trajet que ce que l'on cherchait. Donc, à partir du moment où j'ai eu cette idée un petit peu folle, on a commencé à coder avec un ami le site. Alors, j'avais la chance de savoir coder puisque j'avais fait pas mal d'études d'informatique.
Et voilà. Et donc, à partir de 2006, j'ai rencontré un petit peu par hasard. Alors, c'est pas une méthode, hein, parce que c'est pareil, on me demande comment vous avez fait pour trouver vos associés. En fait, c'est juste en ayant les yeux ouverts, parmi toutes les personnes qu'on rencontre, on finit par trouver des gens qui sont le perfect fit pour grandir la société. Et donc, bon, Francis, mon partenaire technique, je l'ai rencontré chez un voisin lors d'un dîner, donc c'est pas une méthode, encore une fois, hein. Donc on avait quasiment personne sur le site, mais quand il est arrivé, il a tout de suite vu le potentiel et puis il a apporté beaucoup de choses. Ensuite, je suis parti à l'INSEAD faire un MBA avec l'objectif de comprendre comment on crée une boîte, tout simplement parce que j'avais un profil assez technique et donc je ne savais pas forcément créer une entreprise. Et j'ai rencontré à cette occasion mon deuxième partenaire décisif, Nicolas, qui lui travaillait plutôt dans un monde de start-up depuis une dizaine d'années, et puis ensuite qui a travaillé dans le domaine justement des venture capitalistes, c'est-à-dire ceux qui financent les idées des start-up qui sont bonnes et qui peuvent devenir globales au niveau de la planète. Donc on avait à peu près 10 000 membres à l'époque, et je me souviens très bien qu'il y a un de mes profs de l'INSEAD, parce que j'étais arrivé avec l'idée de faire du covoiturage, et j'ai un prof de l'INSEAD qui me dit Fred, you need a business model or you'll die. Alors bon, je dis bon, très bien, donc on va chercher un business model parce qu'on était parti en mode un peu la fleur au fusil avec, bon, simplement, voilà, on met en contact un petit peu tout le monde, sauf que les coûts devenaient un petit peu exponentiels au fur et à mesure que la croissance était là. Et puis évidemment, il n'y avait pas de revenus, donc forcément, il y a un moment, ça ne peut pas marcher. Donc on a réfléchi un petit peu à tous les business models. On avait gagné la Business Venture Competition à l'INSEAD en proposant en fait 4 options de business model qui vont de simplement l'inscription des membres à la vente de plateformes de covoiturage aux entreprises, donc en modèle SaaS, plutôt B2B, pour permettre le covoiturage entre salariés qui habitent au même endroit et qui travaillent au même endroit et qui font quasiment les mêmes trajets le matin et le soir. Et puis aussi des systèmes de mise en relation, ou le système qu'on a mis en place justement à partir de 2011, qui lui est un système dans lequel les passagers payent leur place à l'avance et qui apporte beaucoup d'avantages puisque, en fait, avant qu'on mette en place ce système-là, on avait beaucoup de désistements, tout simplement parce que des passagers pouvaient dire oui, oui, je serai là demain. Et puis, en fait, les statistiques montraient que on avait des statistiques de grand-mère malade largement au-dessus de la moyenne nationale, hein, puisque forcément, c'est très, très vite l'excuse qui vient de dire voilà, je ne peux pas venir parce que ma grand-mère est malade. Les chiens aussi, malheureusement, ont subi beaucoup de problèmes pour être justifiés des annulations. Mais globalement, depuis qu'on a mis le système de réservation en place, quand un passager qui paye à l'avance, c'est un passager qui vient, on a diminué par 10 le nombre de désistements à l'avance, parce qu'en plus, le problème était que avant qu'on mette en place cette manière de fonctionner, eh bien, comme plus d'un passager sur 3 annulait, eh bien, les conducteurs, pour s'en protéger, faisaient de l'overbooking. Alors, je vous laisse imaginer ce que ça donne sur le terrain. Quand tout le monde vient, eh ben, voilà, il y a trop de monde, donc on en laisse un sur le trottoir. On lui dit bah, je suis désolé, écoute, ton week-end, ça va être compliqué. Et puis, quand personne vient, eh bien, vous avez un email du conducteur qui dit vos passagers sont pas fiables parce que... Enfin, et voilà, donc j'arrête. J'étais sympa, je proposais mes places, mais là, si c'est pour me faire planter à chaque fois, ça va pas. Donc, en fait, depuis qu'on a mis le système de réservation en ligne, qui au début a fait un petit peu grincer des dents parce que forcément on se disait ah mais alors avant c'était tout gratuit et on pouvait annuler quand on voulait, maintenant c'est un petit peu plus carré. Et bah oui, quand on passe à une communauté qui a plus d'1 million de personnes, eh bien il faut commencer à avoir un système un petit peu plus régulé parce que sinon on a des comportements qui ne vont pas forcément dans le sens de la fiabilité. Alors ensuite, l'histoire, c'est qu'à partir de 2008, on s'est mis à temps plein parce qu'avant ça, avant 2007, on était à temps partiel en soir, nuit, week-end, vacances, enfin tout y passait, un petit peu en mode entrepreneuriat à la française, c'est-à-dire qu'on démarre tout, on n'a pas d'argent, mais on y croit. On a réussi à lever 600 000 € à partir de 2009. On avait 150 000 membres sur le site à l'époque, auprès de Business Angels et puis d'amis qui voyaient que on s'évertuait depuis quelques années à faire marcher quelque chose et qui, presque par bonté, nous ont donné de l'argent en se disant bon, ils vont peut-être aller un peu plus loin. Ensuite, on a levé 1,25 million auprès de Isaïe, qui est le fonds des entrepreneurs du web français, c'est-à-dire que c'est des entrepreneurs du web qui ont réussi dans leur secteur avec leur boîte internet et qui ont décidé de réinvestir leur argent sur la génération d'après des services comme le nôtre.
Donc là, on a commencé à grandir et puis on a commencé justement, donc à partir de 2011, comme j'en parlais tout à l'heure, à mettre en place le business model qui nous permettait justement d'absorber nos coûts. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que quand une entreprise lève de l'argent, c'est qu'en général, elle en perd. Parce que sinon, elle n'a pas besoin d'en lever. Donc nous, on en perdait parce qu'on n'avait pas encore mis en place le système. Et puis petit à petit, on a réussi à mettre en place un système qui peut s'auto-équilibrer à terme. Et là, ensuite, à partir de 2012, on a été levé 7,5 millions d'euros chez Accel Partners, qui est le fonds qui avait financé au tout début Facebook, mais aussi des entreprises comme Dropbox, Spotify, LinkedIn, Kayak, Rovio et ce genre de succès internationaux, et dont le but est tout simplement de prendre une bonne idée qui a marché quelque part, donc pour nous en France, et d'essayer de la reproduire ailleurs, dans d'autres pays, pour aller chercher les économies d'échelle de ce genre d'activités-là qui deviennent globales et sous forme d'un réseau international. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a commencé à s'étendre en 2012 dans plusieurs pays. Donc, on était déjà un petit peu parti en Espagne à partir de 2010. Donc, on avait une petite expérience d'internationalisation. Mais là, on y allait beaucoup plus fort en Italie, en Pologne, en Allemagne. Et puis, donc, à partir de début 2014, on est parti aussi en Russie, en Ukraine. Et puis là, et donc d'ailleurs, ça vient d'être annoncé il y a quelques minutes donc à Istanbul. On se lance aujourd'hui en Turquie. Ça a été annoncé par mon associé, justement, Nicolas, qui était juste avant ici. Et donc, aujourd'hui, on ouvre la Turquie avec un beau pays qui nous attend, puisque c'est plus de 76 millions de personnes. C'est des gens qui sont très connectés, très jeunes, qui s'entraident beaucoup. Et donc, on a grand espoir que le covoiturage puisse vraiment fonctionner dans ce pays-là. Alors, quelques learnings sur la route. Alors, bon, il y en aurait, je pourrais faire des centaines de citations comme ça, évidemment, sur ce qu'on apprend sur la route. Je pense que créer une entreprise, c'était évidemment l'expérience la plus enrichissante de ma vie jusqu'à maintenant, parce que comme il faut tout faire, eh bien, on est obligé d'apprendre, et puis comme on a un but, eh bien, quand on a un but, on apprend beaucoup mieux. Donc, bon, des messages comme la confiance, oui, c'est ce qui nous amène plus loin. On ne peut jamais se tromper quand on suit la confiance. Il faut choisir ses investisseurs. Alors, on a eu cette chance-là, même si on a attendu beaucoup, de pouvoir à la fois solliciter souvent beaucoup d'investisseurs. Donc, on choisit nos investisseurs comme nos partenaires, c'est-à-dire qu'on choisit avec qui on travaille, parce qu'on a envie de gens qui croient dans notre projet et pas juste de gens qui le financent. Voilà, le meilleur produit, eh bien, c'est ce qui produit le meilleur marketing. Pourquoi? Parce qu'un bon produit, ça génère beaucoup de bouche à oreille, et que le bouche à oreille, ça génère beaucoup d'usages et que ça coûte rien. Donc, il vaut mieux se concentrer sur la bonne qualité de produit. C'est ce qui nous a permis de grandir très vite au début en ayant un service de plus en plus performant. Et donc, par la suite, en interne, on a ressenti le besoin, donc ça s'est passé il y a à peu près 1 an et demi, presque 2, de se dire on va exprimer quelles sont nos valeurs. Quelles sont les choses qui nous motivent au jour le jour? Qu'est-ce qu'on va dire aux prochaines personnes qui vont rejoindre l'équipe Blablacar? Comment on va s'assurer de conserver cet état d'esprit extrêmement motivant, optimiste, dynamique, et pouvoir le passer aux personnes qui vont nous rejoindre ensuite? Donc on s'est dit, on va formuler quelque part notre état d'esprit sous forme de petites valeurs. Donc on a fait une réunion, alors voilà, une photo de l'équipe, alors en plus avec le signe de ralliement WeShare, je ne sais pas si on vous l'a fait faire aujourd'hui déjà ou pas encore. Voilà, ça c'était lors de nos premières pubs dans le métro, donc c'était au mois de septembre l'année dernière. Et donc, on est aujourd'hui 170, on a une moyenne d'âge de 29 ans, donc c'est extrêmement dynamique, vous pouvez l'imaginer, et on partage ces valeurs-là que l'on a exprimées. Alors, je vais vous présenter une dizaine de valeurs, la dizaine de valeurs qu'on a écrites et qui sont aujourd'hui notre moteur pour la suite. Alors déjà, les valeurs, ça sert à quoi? Les valeurs dans une entreprise qui grandit aussi vite que la nôtre, ça remplace les process et ça permet à chacun de prendre des décisions au fur et à mesure de sa journée, de sa semaine, de son mois. C'est-à-dire que ça rend les gens beaucoup plus autonomes et beaucoup plus responsabilisés. Ça remplace les process parce que dans une start-up, quand vous démarrez, tout n'est pas écrit. C'est-à-dire que vous ne savez pas que étape 1, 2, 3, ça se passe comme ça, et puis à l'étape 4, il faut faire ça quand il s'est passé aux étapes d'avant. Il n'y a pas de process. Donc, il faut que chacun soit à même de prendre les bonnes décisions pour le groupe, et le plus rapidement possible, alors même qu'il n'y a pas encore de choses complètement écrites et établies. Et donc, en formulant les valeurs, eh bien, ça permet à chacun de se référer aux valeurs, et donc de prendre la bonne décision, et donc d'aller beaucoup plus vite dans la prise de décision, d'être autonome sur cette prise de décision, et d'être responsabilisé, puisqu'ensuite, c'est cette personne-là qui a pris la décision. Donc ça rajoute beaucoup de cohérence. Donc on a une première valeur, tout simplement, qui est qu'on est passionné. Donc ça, c'est un peu le tout début.
et qu'on innove. Donc ici, c'est juste une photographie de Thomas Edison qui a quand même déposé plus de 1000 brevets et qui a inventé ne serait-ce que l'ampoule et puis la motion picture camera. Donc ça fait beaucoup. On n'en est pas là. Nous, on a inventé un truc. Hein, en tout cas, on développe un truc et on le rend complètement international. C'est le covoiturage. Et en tout cas, la passion est quelque chose qui anime beaucoup l'équipe. Think it, build it, use it. Alors, nous sommes tous covoitureurs. Donc là, j'ai pris une image de MacGyver pour illustrer ça. Pourquoi? Parce que j'imagine que quasiment tout le monde connaît MacGyver. MacGyver, non seulement il imagine ce qu'il va faire, mais en même temps, il le construit et ensuite, il l'utilise parfois au péril de sa vie. Alors nous, on a la chance, c'est pas au péril de notre vie, mais on est tous covoitureurs. Dans l'équipe aujourd'hui, on est 170 personnes et on a plus de 40 ambassadeurs. Alors pour ceux qui connaissent Blablacar, ambassadeur, c'est un peu le grade ultime du covoitureur. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de covoiturage. Et donc il y a 40 ambassadeurs dans notre équipe et donc ça veut dire que sur les 130 qui restent, vous imaginez bien qu'il y a tout du débutant jusqu'à débutant, habitué, confirmé, expert, enfin voilà, et après ambassadeur. Donc ça, c'est très important pour nous parce que c'est en utilisant le produit qu'on se rend compte de ses faiblesses et qu'on va l'améliorer. Donc c'est quelque chose qu'on fait toujours parce qu'on considère qu'on a 3 cerveaux différents. Il y en a un qui réfléchit, un qui construit et un qui utilise. C'est pour tout pareil. Quand on parle des consommateurs dans la vie de tous les jours, c'est pas une race à part, les consommateurs. Hein. C'est vous et nous quand on se retrouve dans un magasin. Donc on a un cerveau qui fonctionne en mode consommateur. Il faut juste le reconnaître et donc utiliser son propre produit, ça permet de se mettre véritablement à la place des gens qui l'utilisent et de l'améliorer. On a une autre valeur qui est fail, learn, succeed. Alors d'autant plus que, aujourd'hui on est une société qui devient véritablement globale. Hein. Mais au début on est parti quand même en étant une petite boîte française. Dans la culture française, le fail, on n'aime pas trop ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas les meilleurs pour reconnaître nos erreurs. Et donc le fait de l'écrire en disant que bien l'échec, c'est pas très grave, ça nous permet d'apprendre pour mieux réussir, eh bien déjà, ça, quelque part, ça déculpabilise et ça permet à chacun d'avouer ses échecs et de dire « oui, bon, bah là, je me suis trompé, c'est pas grave, je vais continuer et puis je vais apprendre et puis je vais faire mieux ». Donc voilà, alors, toutes ces petites valeurs-là, d'ailleurs, on les a non seulement placardées sur les murs, mais on les a aussi mis sur des autocollants, donc on les a tous sur nos ordinateurs, on les a diffusés aussi sous forme de carte postale. Enfin voilà, c'est aussi tout un programme en interne pour montrer que c'est des valeurs qu'on porte et que chacun se reconnaît dans ces valeurs-là. On a une autre valeur qui parle des chiffres, en fait. Parce qu'avec les chiffres, c'est très facile de regarder les mauvais indicateurs. Donc là, c'était parce qu'on avait un prof à l'INSEAD qui nous avait dit quelque chose d'assez marrant, qui était market share is vanity, revenue is sanity, cash flow is reality. Pour une entreprise, pour ceux d'entre vous qui peut-être ont géré une entreprise de près ou de loin, vous savez effectivement que le cash flow, c'est un peu ce qui est le plus important au final pour savoir si on va finir le mois. Et donc, il ne faut pas se focaliser sur la market share parce que ce n'est pas la market share qui va sauver la boîte. Donc, on a appliqué ça à d'autres choses. Pour nous, sur le réseau, eh bien, les inscriptions, c'est plutôt de la vanity. Alors, c'est bien, on montrait tout à l'heure 10 millions de membres, c'est très important. Mais enfin, ce qui est le plus important, ensuite, c'est le nombre de personnes qui vont publier des trajets. Et ce qui est encore plus important, c'est le nombre de personnes qui vont vraiment travailler, qui vont vraiment, voyager. Et donc, pour nous, les voyages, c'est 2 millions de personnes qui voyagent chaque mois, et c'est ça qui est vraiment important pour l'activité. Donc, il faut trouver le bon indicateur, puis le suivre, mais il ne faut pas se tromper d'indicateur au début. Done is better than perfect. Celle-ci est un petit peu controversée parce qu'en fait, elle est très simple dans l'esprit, elle permet de livrer. C'est-à-dire que ça permet de ne pas tourner autour trop longtemps d'un problème, mais d'aller le tester. C'est-à-dire que le meilleur moyen de savoir si un bateau flotte, c'est de le mettre à l'eau, et c'est pas de tourner autour pendant 6 mois pour savoir s'il y a un trou dans la coque. Enfin, le jour où vous le mettez dans l'eau, s'il y a un trou dans la coque, vous allez vite le savoir. Donc ça, c'est beaucoup plus important d'avoir cette démarche-là que de passer trop de temps à imaginer tous les problèmes qui pourraient arriver. Donc ça nous permet de livrer beaucoup plus vite. Alors évidemment, il faut faire attention à l'équilibre entre livrer quelque chose rapidement et livrer quelque chose de parfait, parce qu'ensuite, une fois qu'on a livré quelque chose rapidement, ça ne nous empêche pas, évidemment, de l'améliorer au fur et à mesure pour le rendre meilleur chaque jour. Never assume or let's check. Bon, ça c'est très simple. C'est juste que, en fait, la partie la plus difficile dans Never assume or let's check, c'est peut-être pas de regarder ces hypothèses, de regarder les hypothèses que l'on fait pour faire des raisonnements. C'est souvent de trouver les hypothèses qu'on a faites sans s'en rendre compte. Parce que très souvent, on a des raisonnements,
et on oublie qu'on est parti d'hypothèses. Et donc il faut retourner au départ et se dire « Ah oui, mais en fait, non, je pensais qu'il fallait faire comme ça parce que j'ai fait telle hypothèse. » Et donc là, à ce moment-là, il faut aller vérifier l'hypothèse. Donc le plus dur là-dedans, c'est de connaître ces hypothèses dès le début. Ensuite, on a une Trust We Trust. Bon, l'image passe pas très bien. En fait, on a créé même un super-héros qui s'appelle Trustman, dont les super-pouvoirs, c'est tous les avis et les niveaux de statut qu'il a sur Blablacar ou sur d'autres sites de la consommation collaborative. Et donc, on met en avant très très fortement la confiance chez nous, parce que c'est justement grâce à la confiance construite entre des personnes qui ne se sont jamais rencontrées que l'on va pouvoir générer des rencontres et du covoiturage, et donc du voyage entre tout le monde. Donc, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. On a créé un super-héros Trustman, mais on a aussi fait une étude qui s'appelle Dreams, je vous invite à aller le voir. On a un site qui s'appelle betrustman.com sur lequel il y a cette étude-là qui montre notamment qu'on arrive, grâce au référentiel de confiance qu'on a aujourd'hui, à créer de la confiance entre des gens qui ne se sont jamais rencontrés à un niveau supérieur de la confiance qui est générée entre des voisins ou des collègues. Et presque autant de confiance qu'entre des amis et de la famille. Share more, learn more. Très simple. On apprend tous ensemble, on progresse tous ensemble, et plutôt que de chercher dans son coin, eh bien on partage ce qu'on connaît, et ça nous permet de progresser, et c'est ça qui est une des clés de l'innovation dans l'équipe. The Member is the Boss nous permet de rester focalisé toujours sur le meilleur service. Ça rejoint un petit peu Use it, think it, build it. Think it, build it, use it, sorry. Ça nous permet de bien comprendre que, déjà, de toute manière, un membre qui se plaint, il a toujours raison. Donc, il faut comprendre pourquoi. Il faut juste éviter qu'il y en ait un deuxième qui se plaigne pour la même raison. Donc, on passe notre temps à corriger le produit. Et enfin, la valeur qui englobe à peu près tout, chez nous, c'est Fun and Serious. Alors, évidemment, ça rappelle Fast and Furious, mais c'est un petit peu plus orienté corporate, on va dire. Et donc là, bon, j'ai pris l'équipe de The A-Team, Assurance to Risk, qui est à la fois fun et serious. Et c'est un petit peu ce qu'on essaie de construire aujourd'hui, à la fois donc justement dans un esprit extrêmement convivial, mais aussi chacun individuellement est extrêmement sérieux. Et c'est la clé justement de notre fun collectif. Voilà, je vous remercie beaucoup. Bonne fin de journée.